Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 6e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, laïques, républicains et antiracistes. Un podcast qui ne devrait pas exister. Un patron m'a dit « femme, juive et handicapée ». Avec toi, j'ai tiré le gros lot. Ah, quelle belle et sympathique entrée en matière professionnelle, vous ne trouvez pas ? Chacun de ces mots est un délice de poésie, de classe et de respect de l'autre. Il se trouve sur la bio de ma nouvelle invitée. Femme, juive et handicapée. Bon, c'est un des triptyques gagnants qui vous fait normalement directement entrer par la grande porte de la synchro-sainte intersectionnalité. Vous savez, celle qui cancelle les femmes venues défiler et manifester pour dénoncer les violences qu'ont subies d'autres femmes en Israël, et que même l'Académie des Césars a oublié de mentionner ce week-end. Vive la sororité! Alors si la seconde phrase écrite dans la bio de mon invité d'aujourd'hui, « Ici, on croit que l'art sauvera le monde », ne s'appliquera malheureusement pas cette année au monde du cinéma français, qui ne sauvera rien du tout, pas même son honneur en cette cérémonie césarienne 2024, qui ressemblait plus à un avortement qu'à l'accouchement de grands esprits dans la veine d'un Salman Rushdie. C'est surtout aux antipodes de l'art de la maïeutique que notre cher monde du cinéma a brillé. Pas du tout, mais alors pas du tout phagocyté par la doxa de la pensée woke mainstream. Surtout conservons cachées les vérités gênantes, pléonasme, semble être devenu leur credo. Bon, ça suffit, j'ai mieux à faire avec ma nouvelle invitée, qui sous une forme de contradiction incarne un peu cette sororité et cette intersectionnalité, mais non dévoyée, dont je parlais au début, mais qui sous ses oripeaux, bien à elle, me fait les aimer. J'ai nommé Sarah Baruch. Si vous allez sur sa page Instagram, elle s'insurge contre tous les racismes. Elle ne dézingue pas que les hommes, ouf, ça existe, alors qu'elle est une survivante. Elle apporte de la nuance et beaucoup d'humanité. Elle parle sans user de la parfaite rhétorique du petit perroquet. Oui. Elle est un modèle unique en son genre, donc femme juive et handicapée. Non, elle n'a pas été créée par un nouveau logiciel d'intelligence artificielle qui aurait dessiné la féministe parfaite. Sarah cumule les casquettes et les qualités, les combats et les projets. Oui, c'est que Sarah a vécu 10 années de violence conjugale. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, elle s'est enfuie de chez elle avec sa fille de 16 mois. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'elle a retrouvé sa liberté. Elle a écrit le livre 125 et des milliers, qui raconte le portrait de 125 femmes tuées des mains de leurs conjoints. Après la parution de son livre, elle fonde l'association 125 et après, donc éponyme, pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. Son souhait, donner de l'espoir aux personnes qui vivent de la violence, car aujourd'hui, elle peut affirmer qu'après la violence, la vie est belle. Sarah est simplement une guerrière. Alors un rappel, les violences conjugales touchent une femme sur 5 en France. Je dédie ce 6e épisode à toutes les femmes victimes de violences physiques et psychologiques, ainsi qu'à toutes les Israéliennes, encore otages aux mains du Hamas. Nous ne vous oublions pas, puissions-nous vous voir rentrer chez vous, saines et sauves. Bonjour Sarah Baruch. Bonjour Héloïse, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On a eu plusieurs rendez-vous loupés, mais enfin on y arrive, ça y est. Je suis ravie. Alors on se tutoie ? Oui. Bon, je suis ravie de te rencontrer. Moi, ma première question, surtout Sarah, c'est quel est le goujat, pour ne pas dire autre chose, qui a osé te sortir cette phrase « Femme juive et handicapée, avec toi, j'ai tiré le gros lot ». Bien, en fait, c'était un ancien patron d'entreprise dans laquelle je travaillais. Il se trouve que c'est quelqu'un qui est un peu goujat, effectivement. J'ai une maladie aux yeux. J'ai une maladie dégénérative de la cornée qui me rend malvoyante lorsque je n'ai pas de correction. Et il se trouve que pendant des années, ces lentilles spéciales qu'on me fait sur laser après plusieurs opérations, etc., bref, je ne pouvais pas les supporter plus de 4 heures par jour, ce qui fait que pendant des années, j'ai été d'abord arrêtée, puis en mi-temps thérapeutique. J'ai dû vivre au total plus de 2 ans dans le noir dans ma vie. Enfin bref, et ce patron qui venait de me recruter pensait pouvoir bénéficier de l'assurance maladie avec un mi-temps thérapeutique et du coup ne pas payer de charges sociales. Et il n'était pas du tout content qu'en fait, ce ne soit pas appliqué à la hauteur de ce qu'il espérait. Donc, il m'a fait cette petite blague à peu près 1 fois par semaine pendant plusieurs mois. Ah oui, quand même, c'était récurrent. Ouais, c'était récurrent. D'accord. Comment tu le vivais, le prenais ?
C'est toujours pareil, en fait. On ne choisit pas les combats qu'on a menés dans la vie. Moi, je voulais absolument devenir réalisatrice quand ça m'est arrivé. Il se trouve que du jour au lendemain, quasiment, je ne pouvais plus voir les écrans. C'était arrivé du jour au lendemain? Oui, après un autre traumatisme, en fait, c'est une maladie qui était là et qui s'est déclenchée après un choc. Bref, on n'a pas su vraiment ce que j'avais pendant plusieurs mois. Et puis, j'ai fait plusieurs, on va dire, crises qui ont déclenché des paliers. Enfin, bref. Donc, en fait, j'ai déprimé au début. Je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire de ma vie, parce que moi, je voulais écrire et je voyais plus l'ordinateur. J'espérais me marier, avoir beaucoup d'enfants, sauf que je ne voyais plus les visages des gens dans la rue. Je ne me voyais plus non plus. Et quand on a 27 ans et qu'on ne sait pas si on est épilé, si on a un trou dans son collant ou pas, et que j'avais pas encore les réflexes de toucher, enfin, j'avais plus aucune notion de mon corps dans l'espace, etc. Enfin bref, donc j'étais assez complexée. Justement, il a appuyé sur ça. Il a appuyé sur ça. Et ce qui est très dur, c'est que je n'aimais pas le statut de victime. Donc, j'ai toujours voulu continuer à travailler. Je n'ai jamais voulu percevoir d'indemnité parce que je n'ai jamais voulu rentrer dans des cases. Et donc, cet homme qui me connaissait déjà, qui savait de quoi j'étais capable, qui savait que finalement, les gens ne croyaient même pas que j'avais une maladie. J'ai jamais montré ma carte d'handicapé à qui que ce soit, sauf ceux qui ne me croyaient pas. Parce qu'il y a des handicaps, évidemment, qui ne se voient pas. Bien C'est sûr. Important de le rappeler. Des handicaps invisibles, il y en a plein. Ce que j'ai aux yeux, ça en fait partie, mais il y a des gens qui ont des maladies digestives, des affections de longue durée, où ça ne se voit pas, et où justement, en fait, ils se posent un moment dans leur vie où ils doivent choisir, soit je m'éteins, voilà, j'accepte de rentrer dans cette case de victime, je peux effectivement bénéficier de certaines aides, de certains conforts, mais qui ne sont jamais au niveau d'une vie paisible et agréable. Parce que c'est pas parce qu'on va toucher 500 € d'indemnité par mois qu'on va pouvoir se payer un appartement et partir en vacances. Enfin, et surtout quand on est malade, en fait, on en a besoin d'avoir d'autres perspectives dans la vie. Je vais pas parler de vacances parce que moi, perso, j'en ai pas pris depuis 2013, mais c'est pas grave. Mais donc, du coup, de dépasser ça, de choisir la vie et d'être face à quelqu'un qui espère tirer profit de votre situation, c'est vraiment pas simple, mais bon. Et là, aujourd'hui, donc par exemple, j'ai vu sur ton compte Instagram, tu disais « je vois différemment ». Tu vois comment? Moi, tu me vois comment là? Alors là, il se trouve que j'ai, encore une fois, je ne peux pas avoir de lunettes parce qu'en fait, j'ai une cornée qui se déforme et qui se plie, qui disparaît par endroits. Donc, on me fait des lentilles sur mesure, à moitié dures, à moitié souples, enfin des trucs qui coûtent 250 balles la lentille, pas remboursée parce que c'est une maladie orpheline, que je dois renouveler tous les entre 4 et 6 mois et qui évolue tout le temps. Donc, quand je les ai, je vois à peu près, on va dire comme une personne qui ne voit pas très bien, mais ça va. C'est quand je ne les ai pas où là, D'accord, voilà, donc là, tu les portes. Je t'entends. Là, je les porte, donc je ne peux pas voir ton grain de peau, je ne vois quand même pas les lignes très, très droites, les couleurs comme ton micro, là, rouge. En fait, moi, si tu veux, je ne vois pas les limites. D'accord. Donc, psychologiquement, c'est intéressant. Les contours, je suis incapable de te dire où tu es une femme sans limite. Je suis une femme sans limite, voilà. Alors, j'ai été touchée par ton compte Instagram pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une de mes sœurs qui m'a fait te connaître, qui m'a dit « Regarde, elle est géniale, regarde, est-ce que tu connais Sarah Baruch ?» etc. Et puis, j'ai trouvé que ton compte Instagram déjà était très, ce que je disais en intro, en édito, était parmi ces comptes qui restent très authentiques. On sent qu'il y a des photos qui sont publiées comme ça spontanément, même s'il y a une volonté d'accomplir des choses. On n'est pas dans le cas de l'influenceuse rentable qui va marketer son image. Et voilà. Et donc, à ton image, j'ai trouvé que ce compte était plein de failles, de sortie de route, et j'ai trouvé plein de charme, et voilà, donc je me suis dit bon, c'est intéressant. Et puis il y avait aussi la forme, et il y avait le fond évidemment, et il y avait ton combat, tes combats. Alors
On va commencer par l'un d'entre eux parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce que tu fais, ton actu, etc. On va parler de tout. Mais déjà, par rapport à l'antisémitisme et par rapport au 7 octobre, j'aimerais savoir, puisque tu as donc émis publiquement un avis très plus que contrarié, on va dire, par rapport aux réactions des féministes intersectionnelles et des féministes occidentales suite au 7 octobre et suite à la manifestation contre les violences faites aux femmes. Quel rapport tu avais avec elle avant ? Et est-ce que ça a été une épiphanie pour toi ce jour-là ou tu le savais déjà ? En fait, comment tu te situes par rapport à ce mouvement-là et par rapport à... Qu'est-ce que ça fait peser dans la balance pour toi, sur ton regard en tant que femme qui veut défendre le droit des femmes, le fait qu'il y ait eu ces 2 dates qui ont quand même, moi je pense, marqué un avant et un après ? En fait, déjà à l'origine, je ne me suis jamais, moi... sentie véritablement proche des organisations comme Nous Toutes, par exemple, et parce que je n'ai pas de colère, en fait. Moi, je ne suis pas une féministe qui est dans l'idéologie, dans la lutte contre le patriarcat. Ça ne veut pas dire que je n'en constate pas certains effets, mais disons que je trouve que ces combats-là aboutissent parfois très rapidement à une guerre des hommes contre les femmes. Ce qui est, à mon sens, idiot et faux. Voilà. Parce que, pour le coup, moi, mon point d'entrée, ça a été ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas devenue féministe par conviction, je le suis devenue par les épreuves que j'ai traversées. C'est ce que je dis et ce que j'avais dit dans la tribune que j'avais publiée. Moi, je suis devenue féministe par le corps, par la chair. Parce que j'ai subi... toutes les problématiques que vivent les femmes et qu'elles dénoncent d'ailleurs, que ce soit l'avortement, que ce soit le viol, que ce soit les violences familiales. Et en l'occurrence, je suis du coup bien placée pour savoir qu'en réalité, tout est lié. Que tout ce qui abîme l'estime qu'on a de soi-même fait de vous une proie pour d'autres violences. Et que lorsque... Du coup, en fait, je suis plus, si tu veux, dans le secours aux victimes pour que la violence s'arrête, plutôt que la création d'un nouveau conflit. Mmh. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup, tu vois, avec la libération de la parole. On écoute là en ce moment Judith Godrèche et je trouve ça génial. J'avais bien sûr lu Vanessa Springora, j'avais bien sûr lu le premier livre de Flavie Flament, j'avais bien sûr lu celui de Camille Kouchner et toutes ces femmes en fait qui dénoncent ce qu'elles ont vécu avec le recul des années. Alors Camille Kouchner, c'est son petit frère. Oui, voilà. Même si on imagine qu'elle est dans un climat très toxique. Oui, et en même temps, ça l'a beaucoup enfermée. Effectivement, elle ne dénonce pas ce qu'elle a vécu, mais elle dénonce la difficulté de trouver sa place dans une famille et de trouver une confiance en l'homme, de trouver... Enfin, c'est une violence par ricochet, mais une violence qui est là. Et d'ailleurs, ça l'a rongée jusqu'à ce qu'elle puisse l'écrire. Donc, si tu veux, la violence est là. Mais en revanche, donc on dénonce les hommes qui abusent, à raison. On dénonce certains milieux qui ont favorisé, et à raison. On dénonce finalement le manque d'accompagnement parfois des lois, des policiers, à raison. Quand on lit les statistiques, c'est vrai qu'il y a des manquements. En revanche, ce que je n'ai entendu nulle part, c'est le point commun entre toutes ces femmes qui finalement avaient été données en pâture ou abandonnées par leur mère. Que ce soit Vanessa Springora, que ce soit Flavie Flament, que ce soit récemment Judith Godrèche qui a confié que sa mère les avait quittés, etc. Donc, il y a toujours un climat familial problématique. Flavie Flament raconte que sa mère l'affamait, qu'elle était très flattée que sa fille finalement soit repérée par un grand photographe. Vanessa Springora, c'est pareil. Elle raconte que sa mère, finalement, qui était assistante dans une grande maison d'édition, était très heureuse qu'un homme comme Gabriel Matzneff la remarque et que finalement, elle n'était pas tellement d'accord pour que sa fille sorte, mais si c'était pour aller voir Gabriel Matzneff, alors c'était un autre problème. Les mères, bien sûr les pères, qui n'ont pas défendu leur fille, mais en tout cas... Il y avait un parent démissionnaire. Il y avait une famille dysfonctionnelle derrière. Et pour le coup, toute une famille dysfonctionnelle. Donc, si tu veux, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas juste dénoncer le patriarcat sans dénoncer aussi les ressorts psychologiques qui conduisent les victimes à
à être perdu, en fait, et à avoir les jambes coupées. Et du coup, à ne pas réussir à fuir ces situations. C'est très intéressant et intelligent parce que ça inclut tout le monde et ça responsabilise tout le monde. Et ça ne pointe pas du doigt de façon très manichéenne, juste une personne parce qu'elle est genrée ou parce que c'est un homme XY. Quoi. Après, évidemment qu'il y a des stéréotypes dans cette société qui enferment les femmes et qui enferment aussi les hommes. Enfin, je veux dire, je l'explique dans le livre 125 et des milliers, et je ne suis pas la seule. On élève encore les enfants au conte de fées. Il se passe quoi dans un conte de fées ? C'est une princesse, donc une jeune fille, qui devient une femme à partir du moment où on veut bien l'épouser. Et je dis on veut bien l'épouser parce qu'en réalité, souvent, elles sont plusieurs concurrentes sur un même prince. On sait très bien qu'une reine, il n'y en aura qu'une. Donc, ça veut dire devoir tuer les autres, ou en tout cas les anéantir pour qu'elles ne prennent pas la place de la femme. Que lorsqu'on devient femme, on devient la reine, donc forcément, on met à l'écart notre mère. Donc finalement, la sororité, ça n'existe pas. Puisque d'emblée, les femmes sont en compétition les unes avec les autres, qu'elles soient dans une même génération ou à une génération d'écart. Aux hommes, on leur demande d'être des sauveurs. On leur demande d'aller combattre des dragons ou des belles-mères, et je vous laisse faire le lien entre les deux. On leur demande du coup, d'emblée, d'être dans un rapport de domination et de voir l'amour comme un combat. Et on nous éduque tous comme ça. On nous infuse tous avec ces codes de superpuissance, que la virilité, c'est le bad boy. C'est en train de changer, mais on n'en est vraiment pas encore à un stade où finalement on va se dire que un homme qui est homme c'est peut-être un homme très doux. Enfin, on n'en est pas là. Et du coup, voilà, évidemment qu'il y a des stéréotypes contre lesquels il faut lutter dans nos sociétés, mais pas que. Donc, moi, j'ai un vrai problème avec la simplification ou à l'extrême ou l'isolement d'un problème qui empêche de voir l'ensemble de la photo. Alors là, tu me tends une perche, je prends la balle au bond. Que penses-tu de la cérémonie des Césars ? Est-ce que tu l'as vue ? Et du fait qu'il y a eu un manque total de sororité et d'allusion à ce qui s'est passé le 7 octobre ? Je ne l'ai pas regardé parce que précisément, c'est le genre de choses qui me braque. Et que j'aime profondément le cinéma, mais à un niveau peut-être même plus profond que ça, je ne suis pas sûre que ce soit la place du cinéma de faire de la politique, parce que quand ils le font mal. Et finalement, on attend de la part de comédiens qui sont pour la plupart des personnes dans l'obligation de se sentir aimées pour vivre, d'avoir des réflexions géopolitiques pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Enfin, je veux dire, quand tu deviens comédien, tu dois travailler ton intériorité, tu dois travailler ton rapport au désir de l'autre, tu dois travailler ta capacité d'empathie. Mais la plupart, quand on regarde leur bio, et c'est pas une critique, moi je crois que l'école de la vie est une école en soi, mais il y en a pas beaucoup qui ont fait 10 ans de géopolitique ou d'histoire avant de devenir comédien. Donc on leur demande finalement de comprendre une actualité, de se cultiver à la même hauteur finalement que des historiens qu'on écoute à la télévision, et de prendre parti sur des sujets qui divisent, et donc de risquer d'abîmer leur rapport au désir de l'autre, ce qui est impossible. Donc en réalité, moi je crois que oui, bien sûr que ça a du poids quand un artiste s'engage, mais le faire parce qu'il faut cocher cette case, finalement c'est toujours un échec, et c'est le cas à chaque fois. Donc, comment tu as vécu, toi, le 7 octobre, et quel est ton rapport à ta judaïté ? Effectivement, en marge... alors, tu me demandais ce que j'avais pensé des associations féministes. Du coup, je suis partie ailleurs. Ça, c'est mon gros problème, je parle trop. Moi, j'ai passé, du coup, presque 3 ans à enquêter sur les féminicides et à rencontrer, du coup, 125 familles qui avaient perdu une fille, une maman, une sœur. 125 étant le nombre annuel moyen de féminicides en France. Un chiffre évidemment faux, et j'en me suis rendu compte à travers cette enquête. En quoi est-il faux ? Il est faux parce qu'il est totalement minimaliste. En fait, il n'englobe pas, par exemple, ce qu'on appelle le suicide forcé, qui est reconnu depuis 2020 comme un féminicide. Si
Tout simplement, on ajoute les suicides forcés, on passe d'une femme qui meurt tous les 2 jours et demi à une femme par jour qui meurt en France. Si on ajoute les victimes, je n'aime pas ce terme de victime collatérale ou tiers victime, pareil, il bondit. C'est-à-dire que souvent, le bourreau tue sa femme ou son ex-femme, mais il tue aussi la maman qui est là, la sœur, l'enfant, le père. Ces victimes ne sont présentes nulle part dans les statistiques, alors qu'elles font partie finalement des morts du féminicide. Et puis, il n'y a aucune étude aujourd'hui qui est réalisée sur le lien entre la violence que l'on subit chaque jour et la santé. Et à travers cette étude, j'ai pu le voir dans les familles, mais c'est très, très, très courant qu'après avoir perdu une fille, une mère déclenche un cancer qui l'emporte très vite. Un père déclenche une attaque cardiaque. Avec le papa de Lola, qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai partagé sur mon compte Instagram, parce que tout cela, en fait... Qui est retombé dans l'alcoolisme et qui n'a pas survécu. Exactement. On se rend compte que les femmes qui vivent de la violence, tout comme les familles qui ont perdu une fille d'un féminicide, développent des symptômes. C'est multifactoriel, bien sûr. Je ne vais pas dire que un féminicide déclenche un cancer, mais évidemment que c'est un facteur aggravant, accélérateur de maladies telles que la faiblesse cardiaque, le diabète, les maladies hormonales, les troubles endocriniens, etc., etc. Il y a une liste longue comme mon bras de facteurs. Oui, on est sous cortisol, qui est l'hormone du stress, constamment. Ça, c'est très, très mauvais. Exactement. Donc, quand on vit dans la peur, et les femmes qui vivent de la violence pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, évidemment que ça a un impact sur leur santé. Et évidemment que des milliers de femmes meurent chaque année de la violence sans que ce ne soit perçu comme un féminicide direct. Quel est ton lien donc avec les féministes pour revenir à ça Moi, c'est très simple. En fait, je n'ai eu aucun soutien des associations féministes pendant tout le temps où j'écrivais 125 et des milliers. Pendant la promotion, j'en ai même eu qui ont mis en danger mon livre, puisque à la dernière minute, elles ont refusé d'y participer parce qu'elles n'avaient pas le temps, soi-disant, alors qu'elles s'y étaient engagées. Et pourquoi, selon toi ? À ce moment-là, je ne savais pas. Voilà, à ce moment-là, je me disais que effectivement, j'étais pas une féministe qui avait la haine. Je rentrais pas forcément dans les codes. Puisque moi, je ne crois pas que l'homme est un grand méchant. Je crois qu'il y a des hommes méchants, mais tout comme il y a des femmes méchantes, la proportion est moindre. Et évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont tuées par un homme que d'hommes qui sont tués par des femmes, de manière, volontaire. C'est-à-dire, on tue l'homme parce qu'il est un homme, on tue la femme parce qu'il est une femme. Bon, on est de l'ordre de 80% pour les femmes et de 20% pour les hommes, voire moins, donc, selon les statistiques. Donc, c'est évidemment pas comparable. Et c'est pour ça qu'elles ont raison de se battre. En revanche, moi, je crois que quand on a vécu la guerre chez soi pendant 10 ans, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Donc, je ne voulais pas rentrer dans une nouvelle guerre. Oui, trouver des solutions pour apaiser, mais pas lever le poing et aller dire on va tous... vous castrer. Voilà, on va tous vous vous parler castrer, clairement. Voilà. Et donc, elles n'ont pas été au rendez-vous ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne parle pas des associations de victimes. Parce que là, pour le coup, au contraire. D'ailleurs, je suis devenue marraine de l'Union nationale des familles de féminicide. J'ai énormément d'associations d'aide aux victimes de violences qui sont adorables avec moi. Enfin, voilà. En fait, moi, je crois que dans le féminisme, il y a les victimes, les anciennes victimes, et il y a les idéologues. Et c'est pas les mêmes femmes. Oui, c'est assez bien vu. Alors, justement, par rapport à tout ce que tu viens de définir, comment as-tu vécu le 7 octobre ? Et personnellement, toi intimement, et puis par rapport à ces mouvements-là qui ne t'ont pas soutenu dès le départ, quel constat tu as fait et qu'est-ce que... Alors, je trouve que déjà, elles ont commis une énorme faute parce que justement, même si je ne suis pas une idéologue convaincue ni une intellectuelle, je crois que la base du travail des féministes, c'est de définir les violences que les femmes subissent parce qu'elles sont femmes et de les distinguer de toutes les autres. C'est la base. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'indigner de la faim dans le monde ou de la guerre ou de tous les maux de l'humanité, hein, et on n'a pas fini. En revanche, notre mission, c'est justement de distinguer ce que les femmes subissent parce que femmes et le reste. Et du coup, lorsque survient le terrible pogrom du 7 octobre et que en direct, on assiste
à ces images écœurantes, moi qui m'ont fait vomir réellement, de Shani Louk démembré, désarticulé à l'arrière d'un pick-up, qu'on assiste finalement à ces images que le Hamas diffuse en direct des actions commises et qu'on se rend compte que c'est un carnage humain, mais aussi une double peine pour les femmes et les jeunes filles, immédiatement. Enfin, je veux dire, on y assiste en direct. C'était une vidéo en direct, c'est un aveu de la part des violeurs. C'était voulu. C'était voulu. Et ce que j'ai dit, c'est que c'était même jouissif pour eux. Lorsqu'on regarde cette vidéo de Shani Louk dans ce pick-up, entouré de 4 hommes sales et gras, dont un qui la tient par les cheveux comme si c'était une laisse et qui lève son poing, comme les féministes adorent dire, en plein manspreading, c'est-à-dire avec les jambes bien écartées, sa bedaine qui dépasse, et qu'il y a cette pauvre jeune fille sur laquelle un jeune civil crache. Enfin, je veux dire, rien que cette image-là, et il y en a eu des dizaines, des comme ça, rien que cette image-là, en fait, ça aurait dû se dresser n'importe quel féministe. Sauf qu'on n'a rien entendu. Et que la seule chose que j'ai vue, moi, et lue, et c'est ça que j'ai dénoncé dans la tribune qui a du coup été médiatisée par l'Express, parce qu'aucun journal de gauche n'en a voulu, je tiens à le dire. Tu avais demandé avant à plusieurs magazines ? Bien sûr, j'avais demandé au Monde et j'avais demandé à Libération. C'est scandaleux. Voilà. Donc, et pourtant, je veux dire, je suis plutôt pacifiste. J'ai passé toute ma jeunesse à la Chomère Hatzaïr, un mouvement d'extrême gauche, où j'ai fait mes premières manifestations pour la reconnaissance de la Palestine. J'avais 11 ans, donc c'est pas une question d'idéologie politique. C'est-à-dire que du coup, je me suis mise à essayer d'analyser les posts qui étaient faits. Et le 26 octobre, Nous Toutes prend enfin la parole pour exiger un cessez-le-feu, sans aucune mention aux otages, et pour dénoncer les femmes victimes de la guerre, pour dénoncer le terrorisme des organisations et des gouvernements. Et ensuite, elle parle du sort des Palestiniennes qui subissent la guerre. Rien sur les Israéliennes. Et là, du coup, j'écris, moi, en direct, parce que j'ai tous les contacts. Au même moment, Mona Chollet, qui est une écrivaine féministe, publie tribune sur tribune antisémite. Et la Fondation des femmes fait un post en l'honneur de Mona Chollet. Il n'y a aucune prise de parole sur la situation géopolitique. Il y a juste une mise à l'honneur de cette femme. Alors, c'est moins grave, évidemment, que tout le reste. Mais en fait, il y a le silence et cette photo. Et moi, je le prends comme une claque. Je me dis, mais comment c'est possible, en fait, que personne ne dénonce ça ? Les réponses qu'on me fait, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Je dis, mais pardon, en fait, les bras m'en tombent. Parce que les preuves, mais c'est même plus des preuves, c'est des aveux. Ils les montrent et ils s'en réjouissent. Mais ils l'ont même dit, et ils l'ont claironné partout. Et ensuite, il y a toutes ces femmes témoins, ces rescapés. Enfin, je veux dire, dès le 8 octobre, il y a le compte Parole de survivants qui s'est ouvert sur les réseaux sociaux, où on a montré ces témoignages de femmes qui avaient assisté à la violence qui s'est abattue dans les kibboutz et lors du festival Nova. Et je ne sais pas, moi, on est face à des associations qui revendiquent depuis des années que, en gros, je te crois, que la parole d'une femme, surtout dans des cas de viol, en fait, elle n'est jamais truquée. Et c'est vrai, on se rend compte que le pourcentage de plaintes fausses, il n'est même pas de 2% en France. Et encore, ça peut toujours être soumis à discussion. Donc finalement, les femmes qui témoignent de viol, qui témoignent de ce qu'elles ont vu et qui racontent des conneries, ça n'existe pas, en gros. Parce que c'est dur de porter plainte. Parce que c'est dur de raconter un traumatisme. Donc, être capable de le faire dans l'état où elles sont à ce moment-là et voir que des associations féministes renoncent finalement aux principaux credos qui les animent, c'est-à-dire, nous devons remarquer, distinguer les violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes et nous devons croire les femmes, ces deux piliers-là sont bafoués.
Voilà. Et donc ça me plaît pas beaucoup. Tu disais que tu as écrit à des associations. Tu leur as écrit quoi et qu'est-ce que tu as eu comme réponse ? Bien souvent, je n'ai pas eu de réponse. Et ensuite, on a essayé de me culpabiliser en me disant qu'en gros, honteusement, je traitais des gens d'antisémites qui n'étaient pas antisémites. Et c'était pas parce qu'ils étaient prudents, en attendant des preuves fiables, que j'avais le droit de leur faire passer une nuit d'insomnie à se demander s'ils étaient antisémites ou pas. C'est très pervers, je trouve, parce que c'est vraiment l'inversion accusatoire. C'est exactement le même principe que ce qu'on vit lorsqu'on subit des violences chez soi. En gros, retourner la culpabilité sur toi. Est-ce que ça a changé ton rapport ? Est-ce que tu en avais un avant à ta judaïté ? Est-ce que le terme te convient d'ailleurs, que j'emploie ? Est-ce que ça a été pour toi un déclencheur de quelque chose, d'une colère supplémentaire ? Je viens de te voir en colère. Tu disais que tu n'avais pas de colère, mais tu sais, Jacques Brel disait « La colère, c'est sain. Fou celui qui n'est pas en colère dans ce monde. » Évidemment, il faut choisir ses combats, ou c'est nos combats qui nous choisissent, mais ouais, je t'ai vu te mettre en colère. Est-ce que ça a changé ce rapport-là à la religion ? Je ne sais pas comment tu l'exprimes. Je te laisse exprimer là-dessus. Parce que moi, en fait, je dis toujours la même chose. Moi, je suis juive pour les antisémites. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de communautaire, en fait. Oui, j'ai fait des mouvements de jeunesse, mais c'était au grand désespoir de ma mère, parce que j'étais complètement associable quand j'étais ado. J'ai quasiment pas d'amis, moi, pour de vrai. Enfin, je veux dire, je suis écrivaine, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à leur donner des analyses derrière un micro. Il y a des écrans, en fait, donc ça me pose pas de problème. Mais finalement, l'intimité, c'est dur pour moi. J'ai beaucoup de mal avec les codes. Je suis jamais rentrée dans aucune case. À mon grand désarroi pendant des années, je veux dire. Donc, j'ai quelques amis. La plupart sont pas juifs. Et puis, en plus, c'est pas du tout un sujet... c'est omniprésent chez moi parce que c'est dans ma culture et je me rends compte avec le recul que le judaïsme est dans tous mes livres. Il y a toujours un personnage juif ou une question juive. Et je dirais même que même 125 et des milliers, finalement, c'est une idée de juif. Parce que en m'enfuyant avec ma fille, j'ai été hébergée chez mes parents pendant plusieurs mois. J'ai un père séfarade, une mère ashkénaze. Et je ne savais pas ce qu'était la violence. En fait, j'étais paumée. J'avais honte. Je me disais, mais c'est qui finalement les femmes qui meurent de la violence ? Et donc, je me mets à chercher. Je tombe que sur des articles nuls qui racontent finalement les circonstances du drame. Alors, on te décrit bien, est-ce qu'elle est morte de 39 coups de couteau ou de 38 ? Enfin, voilà, mais en fait, on ne sait rien sur la femme. Donc, je ne pouvais pas m'identifier. Et puis, je tombais aussi sur les réseaux sociaux des associations, justement, qui donnaient les décomptes de féminicides, tels que c'est fait. Et là, la petite fille d'Ashkénaz qui a grandi entourée de rescapés des camps s'est sentie frissonner, mais j'ai vraiment vacillé. Et je me suis dit, mais... Si ça s'était mal fini pour moi, je pense que pour ma mère, pour ma grand-mère et pour tous leurs amis, que je sois devenue un numéro pour la société, elles n'auraient pas survécu. C'est très fort ce que tu dis, ça évoque quelque chose directement des camps. Ah, mais je le raconte dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « La phobie des nombres », où je dis que finalement cette idée, elle a germé en moi parce que je suis allée à Yad Vashem, parce que pour moi, le numéroter, c'est le début de la déshumanisation. Et que pour comprendre la violence, on a besoin au contraire d'humaniser. Alors, je ne porte pas du tout... je trouve on avait besoin à un moment donné de pouvoir chiffrer un phénomène pour pouvoir le combattre. Donc, c'est utile. En revanche, moi, je me suis dit, à mon niveau, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que je peux faire ? Et finalement, j'ai fait un projet de juif. Oh, mais c'est intéressant, ça. Faut que je réfléchisse à ce que tu viens de dire. C'est très fort. Je ne peux pas réagir comme ça. Non, mais ça fait appel à tellement de choses, en fait, que oui, ça s'enracine dans plein de... La première chose qu'on faisait dans les camps, c'était de numéroter les gens. Donc, finalement, et ce qui est étrange, c'est que toutes les familles que j'ai interrogées, la première chose qu'elles m'ont dite, c'est « Merci, maintenant, ma fille, c'est plus le numéro 22 de l'année 2019. » Merci, maintenant, ma fille, c'est plus numéro 84 de l'année 2017. Quelque part, ta colère, elle est peut-être aussi alors liée, par rapport au 7 octobre, à l'envie de réhumaniser ces femmes qu'on déshumanise, qu'on efface, dont on enlève les affiches. Est-ce que tu ressens ça aussi pour les Israéliennes ? Est-ce que tu vois une porte positive s'ouvrir sur ce monde-là féministe dont on parle ?
Mais pour moi, féministe, à chaque fois que je dis ce mot, j'ai l'impression que je le réduis, alors que ça ouvre tellement d'autres entités, d'autres personnes, les hommes, tu parlais des enfants, en fait, c'est toute la société que concernée. Tu veux que je te dise, pour moi, le problème, il commence dans le fait de politiser le féminisme. C'est-à-dire que, finalement, je trouve que beaucoup de féministes se piègent toutes seules en se décrétant de gauche et du coup, en adoptant tous les sujets, en les amalgamant, les sujets de gauche. Et aujourd'hui, moi, les réponses que j'ai... Récemment, je me suis engueulée avec une libraire... même dans les milieux intellectuels. Et ça ne veut pas dire que, encore une fois, moi, je viens plutôt de la gauche. Ce n'est pas une critique de la gauche en soi. Mais du coup, elles associent le combat féministe à un combat, ce qu'elles nomment décolonial. Donc, elles racialisent le féminisme et elles l'amalgament à d'autres problématiques. Et encore une fois, ça ne s'applique pas, selon moi, à Israël. Mais dans leur logique, finalement, Israël est un pays suprémaciste blanc qui colonise des peuples autochtones. Donc, je passe sur le fait qu'elles ne connaissent pas grand-chose à l'histoire, mais du coup, on se rend bien compte que c'est un sujet dominant-dominé et plus vraiment un sujet féministe. Mais ce qui est la vision de l'intersectionnalité. Il y a les dominants, les blancs, et les dominés, les racisés. Et du coup, je trouve que de la même manière que le développement durable et l'écologie ne devraient jamais avoir eu de couleur politique, apolitique, parce que ça concerne tout le monde, eh bien, le féminisme ne devrait jamais avoir eu ni continuer à avoir de couleur politique. Parce que c'est sociétal, parce que c'est humain et parce que c'est universaliste et que c'est notre avenir à tous. Donc, ce n'est pas politique. Ou alors, c'est la politique universaliste, c'est-à-dire sans couleur. Est-ce que tu m'as dit comment tu avais vécu le 7 octobre ? Oui, tu m'as dit, tu me l'as dit. C'est très simple, j'ai tremblé, j'ai été ailleurs, j'ai été sidérée parce que pour moi, ça a été le croisement de beaucoup de violences que j'ai vécues et qui sont revenues d'un coup par le corps. Moi, voilà, j'ai le bide qui s'est tordu, que j'ai eu énormément de tristesse, que moi, j'ai la moitié de ma famille qui vit là-bas, que la fille de mon nouveau compagnon vit là-bas, qu'elle a été longtemps dans les commandos. Donc, bon, voilà, il fallait qu'elle se tienne prête, que j'ai des cousins qui ont été tout de suite rappelés, mais comme beaucoup de personnes. Mais j'ai eu de la tristesse, en fait, de me dire qu'est-ce qu'on va faire après ça ? Qu'est-ce qu'on va faire après ça ? Qu'est-ce qu'on va faire après ce chaos antisémite qui se déchaîne partout dans le monde ? Comment on va retrouver la lumière ? Alors, tu es une femme d'action. Donc, évidemment, tu as un esprit pragmatique. Tu veux agir. Ça se voit, ça se sent, ça se lit, puisque quand on regarde ce que tu postes, ce que tu publies, on sent ça. Tu as peut-être une nouvelle à nous annoncer, quelque chose qui vient d'être validé, une grande opération ? En fait, je me suis rendu compte, moi, que j'étais pas... Et ça m'a donné espoir, vraiment. Il y a deux choses qui m'ont donné espoir et envie d'agir. Ça a été d'abord une consultation que j'ai fait faire à ma petite fille de 4 ans et demi chez une spécialiste de l'EMDR, qui est une pratique psychiatrique et à la fois neurologique, enfin bref, qui travaille sur les traumas, puisque je me suis quand même enfuie avec elle après des violences, donc voilà. Et beaucoup avec les yeux notamment, exactement. Et c'est la réminiscence des souvenirs traumatiques. En fait, c'est une sorte de réparation du cerveau. Voilà, que j'ai testé. Voilà, et que je trouve absolument super. Et on a eu cette séance, c'était fin octobre. Et donc, ma fille commence à lâcher quelques traumas. Donc, moi, évidemment, en bonne maman, je fonds en larmes. Et à la fin, la thérapeute s'approche d'elle et lui dit « Écoute, ma petite chérie, maintenant, on va te créer ta bulle de confiance. Et tu vas me dire un endroit où tu te sens totalement en sécurité, où tu crois que rien ne peut t'arriver. » Et là, ma fille de 4 ans et demi la regarde et lui dit « En Israël !» Voilà, c'était 3 semaines après le 7 octobre. J'ai la thérapeute qui se tourne vers moi, les yeux exorbités, genre « Qu'est-ce qu'elle raconte, cette enfant ?» Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse y retourner et que ma fille retrouve sa bulle de confiance. Donc ça m'a donné... C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a initié mes prises de parole.
Et puis, une belle histoire. Ouais. Et puis, encore une fois, il y a eu tous ces témoignages de femmes qui se disent féministes, d'hommes qui se disent féministes et qui m'ont écrit. Mais j'en ai reçu des centaines. Ta sœur en fait partie. Ah oui ? Oui. Et qui m'ont dit, mais je suis perdue parce que je ne me reconnais pas du tout dans les féministes. Et pourtant, moi, j'aimerais que les femmes souffrent moins. J'aimerais que les enfants n'aient plus à payer de tout ça. Je ne sais pas comment me situer. Et en fait, je pense que les féministes universalistes, on est beaucoup plus nombreuses que ce qu'on croit. Simplement, bien sûr. Peut-être qu'on est moins dans la provoque, on est moins visible. On est moins visible parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'on doit se rassembler, qu'on doit se retrouver. Je me suis rapprochée, je n'avais jamais perdu de vue des amis de longue date comme Abnous Shelmani, que j'ai connu en 2007 quand on était deux pauvres petites autrices qui n'arrivaient pas à publier le moindre texte et qu'on s'était promis qu'un jour on y arriverait. J'adore Abnous. Voilà, je l'adore aussi. Alors, on ne se voit pas du tout autant qu'on aimerait, mais bref... Tout de suite, on s'est appelés. Tout de suite, je me suis rapprochée de femmes qui, en fait, savent de quoi elles parlent. Quand elles évoquent les dangers de tout totalitarisme, qu'il soit celui de l'intérieur des foyers ou celui de certains gouvernements ou organisations. Et du coup, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse un geste symbolique. Donc, j'ai décidé d'inviter... toutes les femmes et les hommes qui le souhaitent. Le jeudi 7 mars à 16h30, place de la République, à venir avec des chaussures qu'ils vont laisser, si possible des chaussures rouges ou des chaussures qu'ils sont d'accord que l'on peigne en rouge. Et on va les déposer par terre. Il y aura des centaines de chaussures. On prendra cette photo. Ces chaussures, bien sûr, il y a eu une artiste mexicaine qui avait fait une photo comme ça pour parler des féminicides, parce que rouge comme le sang, comme la passion, mais aussi comme la marche de ces femmes qui a été interrompue par la violence, par leur course pour échapper à leur bourreau qui n'a pas pu aboutir. Et ces chaussures sans femme à l'intérieur qui montrent aussi le vide qu'elles ont laissé finalement pour leurs proches. Donc on va placer toutes ces chaussures dans un carré de 10 mètres sur 10 et on prendra la photo et on le fait le 7 mars pour que à minuit cette photo soit diffusée et que ce soit la première des photos à l'affiche le 8 mars 2024 comme une priorité. C'est très joli comme opération. Est-ce que tu peux juste rappeler l'endroit et l'heure, le 7 mars ? Au pied de la statue de la République, de la place de la République, il y a comme signataire Fama Zadi, avec Mona Jafarian, qui était à mon micro il n'y a pas longtemps. Il y a l'Union nationale des familles de féminicides, il y a beaucoup d'associations laïques, il y a beaucoup d'associations communautaires aussi, mais évidemment des juifs parce que je suis juive, mais voilà, pas que. Et l'idée, en fait, c'est pas de mettre la religion ou quoi que ce soit au cœur, comme on le dit, nous... on est française, israélienne, iranienne, afghane, pakistanaise, arménienne. On a des enfants, on n'en a pas. On est grand-mère, on est jeune fille. On est juive, on est musulmane, on est athée. En fait, ça, on s'en fout. Ce qu'on est, c'est des lionnes pour la paix. Bravo, et bravo d'autant plus d'inclure les hommes. C'est pour ça que je disais en édito que pour moi, tu représentes... peut-être que c'est pas ce que tu ressens, moi c'est comme ça que j'ai ressenti, que tu représentes l'inclusivité, qui est quand même la pierre angulaire de l'intersectionnalité, puisque tu es donc une femme, tu es juive, tu as un handicap, tu inclus les hommes aussi, et pour moi l'inclusivité sans inclure les hommes, ça n'a pas de sens. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie le but en fait dans tous ces combats. Qu'est-ce qu'on veut ? Moi... dans le livre que j'ai écrit sur les féminicides et les violences faites aux femmes, ce que je dis, c'est que le but, c'est que l'amour ne fasse plus mal. C'est quoi une vie sans amour ? C'est quoi une vie sans avoir quelqu'un avec qui partager son quotidien et qui nous soutient ? Donc,
évidemment qu'il y a des couples homosexuels et la violence existe dans les couples homosexuels. Je raconte d'ailleurs un féminicide entre 2 femmes. Et pour la petite anecdote, j'avais au départ confié cette histoire à une journaliste féministe assez connue qui a refusé parce que pour elle, finalement... j'allais desservir le combat contre les hommes. Donc ça m'avait profondément choquée. On a vu récemment Amélie Mauresmo d'ailleurs, qui avec sa compagne a parlé de porter plainte. Je ne sais plus, je crois qu'elle a porté plainte pour harcèlement. En fait, la violence, elle naît des relations asymétriques. Elle naît des relations de domination. Donc, évidemment que la grande majorité des couples hétérosexuels sont plus portés à ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Voilà, l'objectif, c'est pas de se priver d'amour. L'objectif, c'est d'apprendre justement à aimer pour que ça fasse pas mal. Alors justement, toi qui es experte là-dedans, est-ce qu'on peut juste faire un pas de côté ? Est-ce que tu pourrais dire, pour les gens qui nous écoutent, à partir de quand doit être identifiée par une femme une violence psychologique ? Parce qu'un couple, c'est quand même souvent... Il y a des rapports de force au sein des couples. C'est pas toujours rose, loin de là. Il y a des choses qui se règlent, qui sont pas toujours simples. Comment est-ce que vraiment on peut identifier ce qui n'est pas acceptable ? Alors, déjà, je vais donner un outil. J'ai créé un test qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?» Parce qu'effectivement, la violence physique, quand on a un cocard, on a un cocard. Sauf que dans 60% des cas de féminicide, les femmes mortes n'avaient jamais été frappées avant le jour de leur mort. Oui, c'est incroyable ça. Que le point commun entre tous les féminicides, c'est la violence psychologique. Donc une fois qu'on sait ça, on envisage la violence différemment. Qu'en réalité, lorsqu'on est surveillé 24 heures sur 24, qu'on a des comptes à rendre, qu'on ne peut pas fréquenter qui on veut, s'habiller comme on veut, répondre ce qu'on veut, aborder les sujets qu'on veut, aller dans les magasins qu'on souhaite, etc., c'est déjà de la violence. Donc, j'ai fait ce test où je pose une série de questions. On répond oui à une seule d'entre elles, c'est qu'on est potentiellement dans une relation toxique et je donne des solutions immédiates à appliquer seul chez soi pour être capable finalement de faire le point et d'envisager la situation avec un peu de recul. Il faut savoir que ce test, il a bien sûr obtenu beaucoup de soutien. Il a été testé à la Maison des Femmes de Rada Hatem pendant tout l'été dernier, qui l'a trouvé très efficace et du coup qui m'a invité à le présenter à son événement annuel auprès de 250 soignants chargés de s'occuper de violences intrafamiliales, qu'il a le soutien de Marie-Pierre Glaviano, la vice-présidente de l'Ordre des médecins, que je viens de passer en commission au CNVIF et qu'a priori c'est bon, que je viens d'être contactée par le ministère de la Justice pour qu'il puisse être utilisé. Donc voilà, il marche. J'ai pas peur de le dire, il fonctionne. On le trouve où ? Sur mon site www.125etaprès.org. Il est également visible sur mon compte Instagram, sur celui de mon association, et on en a fait un QR code pour que les entreprises puissent l'afficher dans les toilettes, que les médecins puissent l'afficher dans les salles d'attente. On passe le téléphone et on y a accès. Super. Voilà, donc ça fait partie du travail. Et je dirais que le signal, parce qu'effectivement, c'est normal de se disputer dans un couple. Parce qu'effectivement, c'est normal de s'insulter parfois. Enfin, c'est peut-être triste, mais en tout cas, ça fait partie normal au sens de... C'est la norme. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la peur. Et je dirais que ce qui doit te permettre de comprendre que tu es peut-être dans une situation de violence, c'est est-ce que tu fais les choses, est-ce que tu te changes toi-même par peur de la dispute ? Est-ce que tu te changes toi-même par peur des réprimandes, par peur des reproches, par peur de l'épuisement à travers des disputes qui vont être disproportionnées, où tu vas savoir que tu vas être très abîmé. Et finalement, la peur, je crois que c'est le bon critère. Parce que oui, moi, aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon, je ne vais pas dire que je m'engueule jamais avec lui. Je ne vais pas dire qu'on est d'accord sur tout. Et puis même, ça m'arrive de la même manière, ça m'arrive de renoncer à avoir le peu d'amis que j'aime, en tout cas, de renoncer à certaines interventions, de renoncer à certains engagements, de renoncer à certains rendez-vous, même à certaines tenues par rapport à lui. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur. C'est parce qu'un couple, ça demande du travail, ça demande de la présence, ça demande aussi de faire passer l'autre parfois en priorité. Ce n'est pas de la violence, ça. La violence, elle est quand on fait tout ça parce qu'on a peur. D'accord. Je sais pas si ça te parle. Ça m'évoque des choses du passé. Oui.
Mais c'est moi qui pose les questions. Tu as une autre actualité vivante. Alors, est-ce que tu peux nous dire vivante à la fin, entre parenthèses, avec un S? Oui. Lorsque le livre 125 et des milliers allait paraître, ça a intéressé une brillante réalisatrice qui s'appelle Claire Lajeunie, qui a récemment réalisé un documentaire qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle Les 1000 premiers jours avec Boris Cyrulnik, où justement elle parle de l'impact de ce que l'on vit durant les 3 premières années. Qui avait réalisé aussi un documentaire qui s'appelait Femmes invisibles sur les femmes SDF. Et qui finalement, que j'ai rencontré. Des documentaires dont on a beaucoup entendu parler. Exactement, et qui du coup a été adapté en fiction au cinéma avec Audrey Lamy, etc., et qui s'appelait Les Invisibles, sur les femmes SDF justement. Et donc Claire, on a échangé, parce que du coup on nous a mis en relation, et je lui ai raconté un peu mon histoire à le livre que j'étais en train de faire, et elle s'est rendue compte que, comme beaucoup de personnes, elle se trompait sur les stéréotypes qu'elle avait en tête des femmes victimes de violences. Et elle m'a demandé si je serais d'accord pour qu'elle me suive 1 an dans les actions que j'essayais de mettre en place. Le projet a d'emblée intéressé Canal+. Et du coup, elle a commencé à filmer le 9 janvier dernier, donc il y a 1 an et 3 mois, lors de la photo qu'on avait faite à l'Hôtel de Ville avec toutes les personnalités qui avaient collaboré au livre. Et on s'est arrêté, je dirais, fin janvier. Voilà. Et donc ça sort, la première diffusion a lieu le 5 mars en prime time sur Canal+, et ensuite ce sera sur MyCanal, donc accessible à qui veut. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes liées au sujet dont on vient de parler qui se passent ou pas dans ton actualité, on va dire? Et il y en a plein. Il y a, en marge du documentaire, j'ai créé un podcast qui s'appelle Rester vivante, qui est sur les idées reçues liées à la violence, qui est animé et coproduit par Mamouze, Julie Mamoumani, qui a un gros compte sur Instagram et dans lequel on fait venir énormément de personnalités, je dirais dans ce domaine, donc des femmes très connues de moi, mais pas forcément de, de tout le monde, mais qui sont tous géniaux, il y a des hommes aussi. On a créé donc ce test qu'on médiatise, qu'on est en train de traduire dans toutes les langues et de distribuer. On a créé un livre avec l'UNFF sur la détection des signaux faibles et le rôle des entreprises. Et en fait, c'est extrêmement important parce qu'il y a des solutions, mais qui ne rencontrent pas les femmes. C'est-à-dire que la meilleure affiche du monde dans un commissariat, vu que les femmes ne vont pas au commissariat, ça ne va pas les toucher. Donc, en revanche, on sait que... Aller vers elles. Voilà, c'est l'aller vers qui compte. On sait que 62% des femmes qui portent plainte sont salariées. Et encore, parmi celles qui portent plainte, il y a des jeunes qui sont encore étudiantes et des femmes qui sont retraitées. Donc ça veut dire que dans la population active, l'immense majorité des femmes victimes de violences et qui portent plainte sont dans l'entreprise. Donc si l'entreprise ne se saisit pas du sujet, on se prive d'une énorme capacité de prévention et d'action, mais par des mesures très simples en fait. Si je n'annonce pas à mes salariés qu'ils ont le droit d'aller porter plainte pendant leur temps de travail, en fait, ils ne peuvent pas porter plainte. Parce que quand on est fliqué 24/24 à la maison le week-end, on ne peut pas. Si on n'autorise pas une salariée à aller visiter des appartements pour déménager pendant son temps de travail, de manière exceptionnelle, après avoir porté plainte, c'est très rapide en fait, on se prive, on prive en fait beaucoup de prévention, on se prive de beaucoup de solutions. Donc, j'ai beaucoup lu sur tout ce qui était fait un peu partout dans le monde, et je crois véritablement que la lutte contre les violences intrafamiliales incarne pleinement le S de RSE des entreprises.
Donc il y a ça, j'ai des conférences et des interventions. On est en train de développer des livres pour enfants, 4 niveaux d'âge différents pour expliquer ce qu'est la violence, pour expliquer ce qu'est le continuum des violences, pour tracer le lien justement entre le harcèlement scolaire et le fait de devenir une proie parce que ça abîme l'estime de soi, etc., etc., etc. Enfin, d'essayer d'aborder de manière psychologique ces questions. Et puis plein d'autres projets que vous découvrirez dans Vivante. Bon, tu es une femme extrêmement occupée, c'est bien. Et comme je le disais, donc une femme d'action, je confirme. Bon, il est déjà presque la fin du podcast. Ça passe très très vite, là, vraiment. C'est passé de façon foudroyante. Est-ce que tu auras un mot que tu voudrais ajouter par rapport à une note d'espoir ou par rapport à tous ces événements qui ont lieu en Israël, mais aussi en France? Cet antisémitisme quand même, ce négationnisme, cette chape de plomb qui recouvre le monde du cinéma, tu t'es exprimé dessus, mais de manière générale, certains médias. Quelle est ta vision? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as un espoir par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation, un peu changer les choses? Alors, il y a différents niveaux. Je ne vais pas comparer les personnes qui finalement ne s'intéressent pas à ces questions et prennent position une fois tous les 5 ans quand il y a une crise, et puis les antisémites convaincus qui œuvrent contre le complot américano-sioniste, etc., etc. Donc c'est pas du tout du même niveau. Je pense que il y a eu une forme aussi de snobisme dans la communauté juive, peut-être à mettre le judaïsme de côté, à ne pas finalement trouver de version 2024, 2023, 2020 de ce qu'est le judaïsme. C'est-à-dire que depuis La Vérité si je mens, au final, dans laquelle j'ai beaucoup ri, mais bon, je ne me suis pas vraiment reconnue, on n'a pas le nouveau Rabbi Jacob, quoi. On n'a pas le positionnement cool, je dirais, du juif. On a le juif qui se plaint beaucoup de l'antisémitisme, et a raison. Hein, c'est pas, ça me fout les boules moi-même. Hein, ma fille, elle a un nom juif. Je suis pas tous les jours rassurée. C'est pas un fantasme qu'il y a de l'antisémitisme. En revanche, de la même manière que pour les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, je pense qu'on n'écoute pas les victimes sur pattes. Je pense qu'on n'écoute pas les juifs victimes sur pattes non plus. Et qu'on a aussi un rôle à jouer dans l'authenticité, dans le partage de ce qu'est notre vision du judaïsme. Enfin, moi, quand des personnes non juives me parlent des juifs en me parlant des tenues des rabbins et des orthodoxes, je veux dire, j'en connais pas. Donc, je n'en connais pas. Donc, je ne comprends pas comment on a laissé finalement cette image s'inscrire dans l'inconscient collectif que le juif, c'est ça. Bah non, en fait, il y a autant de façons d'être juif que de juif. Et c'est important, finalement, de le partager comme on partage d'autres choses, mais du côté positif aussi. Parce que on ne perturbe l'obscurité qu'avec de la lumière. Donc, à nous d'être ces lumières, en fait. Dans tous les sens. Ces lumières de joie, mais ces lumières pour éclairer. Ce sera le mot de la fin sur la lumière. Que la lumière soit. Très bien. Ça me fait penser à cette très jolie chanson de Kerenan. Exactement. Très, très belle. On fait un open Hanouka pendant 10 ans, là. Voilà. Quand même, je note. Donc, il te manque un projet prochain. Et je te souffle l'idée. Tu pourrais peut-être faire le prochain Rabbi Jacob. Écoute, je t'invite à te rendre dans ta librairie le 1er janvier prochain. Très bien. Voilà, c'est une annonce. Mazel tov. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présence. Mais parce que je crois que l'art sauvera le monde. Vraiment. C'est écrit dans ma bio. Mais... Et ce sera vraiment le mot de la fin. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce 6e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme. Podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio,
et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction.